Le numérique est au centre de tout. Tout le monde en parle. Les gouvernements, les entreprises, comme les citoyens. Mais jamais on ne sait davantage sur ce secteur si particulier et très évolutif, devenu depuis quelques années le point de convergence de toutes les stratégies, les convoitises, mais aussi de toutes les guerres. Pour sa 4e saison, Parole d'expert, le rendez-vous des intangibles du numérique, dépose une fois de plus ses valises à Bruxelles en Belgique, la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale de l'innovation européenne. Parole d'expert explore pour vous le monde d'aujourd'hui qui est déjà celui de demain, où chacun d'entre nous est quantifiable, mesurable et traçable, et l'on sème les données quand les autres nous les prennent. Bienvenue dans Parole d'expert. Né de l'union des deux innovations, les nouvelles technologies de l'information et les nouvelles méthodes d'organisation du travail, le télétravail consiste à utiliser la télématique, c'est-à-dire la combinaison de l'informatique et des télécommunications pour réaliser certaines activités. Il est appelé à être repensé, sinon à être encadré. Dans la conception courante que nous avons du travail, le salarié exerce son activité professionnelle sur un lieu de production sous l'autorité d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, avec l'irruption du numérique, ce lieu de travail peut être déplacé dans le cadre du télétravail. Évidemment, avec une remise en cause plus ou moins des règles du travail qui existaient dans la construction même du droit du travail, qui est rien d'autre l'unité de lieu, du temps et d'action. Le télétravail aujourd'hui appelle à une réflexion globale dans son exercice. L'émission Parole d'expert que nous allons suivre tentera de nous donner des éléments de réponse sur la compréhension du concept de télétravail, ou mieux encore de la notion de télétravail, de la nature du contrat de télétravail et évidemment les conséquences qui s'y attachent. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette nouvelle saison de Parole d'expert. Le télétravail est une mesure de plus en plus plébiscitée pour les salariés et les entreprises. Source de flexibilité pour les acteurs de l'entreprise, il permet de mieux articuler vie professionnelle et extra-professionnelle, mais aussi de favoriser la qualité du travail. Toutefois, il ne s'improvise pas, sa mise en place a besoin d'être organisée et même discutée. Dans cette émission, nous allons aborder les aspects technologiques, juridiques et organisationnels du télétravail pour en saisir toute la portée et la complexité. Pour en parler, je reçois comme invité Maître Arnaud Lecoq. Arnaud Lecoq est maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles et diplômé, mais concrètement, s'il fallait que nos téléspectateurs apprennent à connaître notre invité, qui est Arnaud Lecoq? Oh, merci beaucoup. Je pense qu'avant tout, c'est un entrepreneur. Et je pense que vu le thème abordé aujourd'hui, c'est l'aspect principal. C'est le fait d'avoir mis en place et créé une société avec différents collaborateurs. En tout, nous sommes 20 collaborateurs pour l'instant qui ont eu, comme beaucoup d'entre nous, dû survivre finalement au Covid à travers des mesures tout à fait exceptionnelles. Et donc ici, je suis en face de vous principalement en tant qu'entrepreneur qui va tenter de donner quelques pistes en matière de télétravail et en tout cas de possibilité de maintenir le télétravail post-Covid. Dans cette émission, il sera certainement question de la réalité du travail, autant au bureau que ce qui se fait aujourd'hui à la maison avec le télétravail. Absolument. Au niveau de votre entreprise Compliance for Business, vous avez certainement une expérience à nous partager. C'est quoi Compliance for Business et quelle est la particularité de votre activité? Alors, la particularité de l'entreprise, c'est que nous sommes une société de consultance. Alors, qui dit société de consultance dit deux éléments principaux.
La première chose, c'est que nous travaillons beaucoup chez notre client, ce qui donne l'avantage de ne pas devoir être au bureau et d'avoir déjà l'habitude de se déplacer dans un autre environnement que le cadre traditionnel de travail. Néanmoins, en tant que société de consultance, on a également l'obligation de se retrouver régulièrement entre nos murs, avec nos collègues, dans une ambiance et dans des locaux que nous connaissons et qui donnent un aspect plus familial à l'entreprise. Donc fondamentalement, une société de consultance spécialisée en conformité et en loi prudentielle comme Compliance for Business a dû très rapidement se familiariser avec ces doubles aspects, le fait d'être d'un côté au bureau et de l'autre côté chez le client. Et puis effectivement, ce qui n'était initialement pas prévu, nous avons également dû prendre en compte l'obligation, la possibilité de recourir au télétravail. Et au niveau de votre entreprise, comment s'est passée la flexibilité entre travail au bureau et télétravail? Et pour nos téléspectateurs, pourriez-vous déjà situer leur attention sur la question du télétravail? Quand on en parle, de quoi il s'agit? Très bien. Donc le télétravail en tant que tel est le fait d'avoir un bureau à la maison et de délocaliser une partie du travail classique, non pas dans les locaux de l'entreprise, mais dans son habitation. Chez l'employé. Exactement. La complexité qu'on a pu remarquer tient compte finalement de l'âge. Quand on reprend le cas du Covid, qui est un cas vraiment très intéressant, beaucoup de nos collaborateurs n'avaient pas du tout prévu initialement d'avoir un habitat, une maison, un appartement qui était prévu pour accueillir le travail à domicile. Lorsque le Covid est arrivé et que du jour au lendemain, ils ont dû travailler chez eux, tous ensemble, ils ont remarqué que l'infrastructure, le fait d'avoir un habitat, une maison, un appartement qui permet d'accueillir tout le monde en télétravail était très compliqué. Il ne faut pas oublier non plus que quand on dit travail, ce n'est pas juste avoir des dossiers, travailler, répondre à des questions. Le travail, c'est également être avec des collègues. Et le côté socialisation, le fait d'être dans un environnement avec différentes personnes pour collaborer, pour discuter, pour partager, positivement et négativement, est également un élément essentiel qui a fait défaut pendant le Covid. Et discuter avec des collègues, parler avec des amis collègues, dans certains cas, à travers un écran ou à travers le prisme d'outils comme Teams ou Zoom est tout à fait spécifique. Et finalement, l'être humain n'est pas réellement fait pour cela. Donc le télétravail, qui est le fait d'être en réalité en permanence dans un lieu dit qui est le lieu de l'habitation, est intéressant quand c'est une mesure d'urgence, doit être maîtrisée, mais ne doit pas du tout être plébiscité comme moyen unique de travail, surtout pour l'aspect socialisation. Au-delà de ces quelques limites que vous avez évoquées, il y en a-t-il d'autres qui devraient aujourd'hui inciter les gouvernements, pour ne pas dire les entreprises, à penser télétravail autrement? Oui, en réalité, il y a un conflit d'intérêt majeur entre l'entreprise et le télétravail. Alors, c'est bizarre de dire ça de cette manière-là, mais je vais donner un petit exemple par rapport à cela. Pour une entreprise, un des coûts principaux, ce sont les locaux. Et donc, en tant que chef d'entreprise, très logiquement, on pourrait se dire qu'avoir moins de locaux, moins d'espace, moins de gaz, moins d'électricité, moins d'eau, moins de chauffage, moins de boissons, moins de café, et je peux vous énumérer énormément de coûts qui sont liés à l'entreprise, on pourrait dire que c'est très positif de se débarrasser de ces coûts. Puisque fondamentalement, quand les personnes sont en télétravail, ces mêmes coûts sont supportés par l'employé. Donc pour l'entreprise, premier conflit d'intérêt, fondamentalement, il est très intéressant au point de vue économique d'avoir les personnes en télétravail. Message donc pour les gouvernements, attention, qui dit télétravail dit report de frais sur l'employé ou le collaborateur, et donc il est important que la réglementation interne prévoit que l'employeur supporte une partie de ses frais. Le réajustement du salaire. Exactement, ou que la fiscalité permette également d'ajuster cette spécificité du télétravail. Deuxième élément important lié au télétravail, c'est également le travail sur écran. Donc le fait d'être tout le temps digitalisé pour le bien-être du collaborateur, c'est quelque chose qui est également extrêmement perturbant. Dernier élément qui est également très important, et vous l'avez mentionné en introduction, le temps de travail. Alors, très étonnamment, les statistiques que l'on reçoit en tant qu'employeur mentionnent que le télétravail est positif, vous l'avez dit, pour la productivité.
C'est exact. On a remarqué que quand un employé ou un collaborateur est en télétravail, par reconnaissance finalement pour l'employeur, il a tendance à travailler plus. Alors, de manière différente, puisqu'il s'accorde généralement des plages horaires différentes pour s'occuper des enfants, de ses activités propres, mais il va diluer la totalité de sa journée de travail sur des créneaux plus larges, qui en réalité, s'il avait été au bureau, auraient été créneaux ou auraient été concentrés à 100% sur sa vie personnelle. Et donc, c'est un réajustement très étrange qu'il faut avoir. D'un côté, vous avez votre journée de travail classique et pour la réglementation des heures de travail extrêmement précis, et de l'autre côté, une liberté, mais bilatérale, l'employé et l'employeur, qui doivent se mettre d'accord sur les créneaux utilisables dans le cadre du télétravail. Et ça, c'est extrêmement compliqué, puisque quand vous commencez à travailler en télétravail, il est peut-être 7h30, alors que vous êtes normalement au bureau à 8h30, votre journée commence à 7h30, mais vous ne pouvez pas imposer à tous vos collaborateurs ou inversement de commencer si tôt. C'est un choix personnel. Donc vous commencez à 7h30, les autres commencent à 8h30. Il y a une heure déjà qui est une heure de décalage. La journée est une journée complète, classique, 7h30. Il n'y a pas de raison que votre journée, puisqu'il y a également des clients, d'autres collaborateurs, l'employeur, etc. Cette journée reste d'une journée de 7h30. Pendant cette journée de 7h30, vous allez également faire du décalage, puisque vous allez peut-être vous occuper des enfants, d'activités sportives, personnel, de loisirs, et vous allez étendre cette journée de travail après 18h30 par exemple, en se disant que fondamentalement vous êtes à la maison, vous pouvez travailler de votre ordinateur 18h30, 18h30, 20h30. En conséquence de quoi, si on prend une journée complète où tout le monde a la liberté de travailler quand il veut, en réalité tout le monde travaille plus longtemps, puisque tout le monde étend son champ des possibilités de travail sans concertation. Et c'est ce sans concertation-là qui doit être absolument cadenassé tant par l'employeur que par les employés également, puisqu'ils ont également une représentativité importante, mais également par le gouvernement. Et de plus en plus, on voit des tendances qui apparaissent en matière de limitation du temps de travail, principalement par les outils technologiques. Un exemple de cela, c'est peut-on encore envoyer des SMS, des WhatsApp, des communications par mail à toute heure du jour et de la nuit, si on sait déjà que le temps de travail est étendu. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte quand on désire plébisciter, que ce soit d'une manière étatique ou d'une manière plus spécifique à l'entreprise, le télétravail au niveau global. Votre argumentaire nous ouvre les portes des aspects juridiques du télétravail, après justement le côté pratique lié au télétravail, autant au bureau que au télétravail à la maison, j'allais dire. À l'échelle du monde, le télétravail n'est presque pas organisé. Qu'en est-il des aspects juridiques du télétravail dans les regroupements régionaux à l'image de l'Union européenne, pour ne citer que cet exemple? Alors pour l'instant, effectivement, comme vous le savez, il n'y a rien qui avait été organisé en tant que tel. L'Europe en tant qu'entité a dû réagir au télétravail à l'occasion de la crise Covid, c'est-à-dire globalement se préciser le fait que ce télétravail allait être présent d'une manière globale. Alors je pense que cet aspect-là doit rester un aspect très national, puisque comme vous savez, les réglementations en matière de droit du travail, droit social, liberté sont extrêmement sensibles et liées à chaque État. Donc globaliser, généraliser, c'est très compliqué. Par contre, la conséquence du télétravail peut être généralisée. Exemple de conséquence, l'énergie. On a remarqué que suite à la crise Covid, il y a eu une crise énergétique et que le retour au travail qui avait été extrêmement compliqué à plébisciter après le Covid, quand on disait à nos collaborateurs le télétravail est arrêté puisque la crise Covid est arrêtée, vous devez revenir au travail, c'est très compliqué. Par contre, quand les coûts énergétiques ont augmenté et que ces mêmes collaborateurs se sont rendus compte quand on était des jours complets à la maison, qu'on nous chauffait donc pendant 8h30, qu'on utilisait de l'eau pendant cette même période, qu'on utilisait de l'électricité pour l'ordinateur, l'imprimante pendant 8h30, que la vocation sans compensation d'être au travail physique était quelque chose de tout à fait positif. Et donc cette charge-là
économique particulière est un des aspects qui pourrait être pris en compte au niveau régional, certainement à travers une forme de fiscalité. Mais je pense que globalement, quand on parle télétravail et conséquences, il faut regarder ça d'une manière tout à fait soit étatique, soit particulière, liée à chaque activité et entreprise, puisque très logiquement, toutes les entreprises ne peuvent pas recourir au télétravail. Certains métiers ne le permettent évidemment pas. Et la réglementation est extrêmement particulière quand on tient compte de toutes les conséquences fiscales, sociales, droit du travail, droit économique liés au télétravail. Et un dernier aspect qu'il ne faut pas omettre non plus, c'est le risque lié au télétravail, puisque la dernière crise et la crise qui arrive ici dans les prochains mois est une crise qui est liée au risque de cyberattaque, comme vous le savez également. Même chose, un environnement de travail sécurisé au niveau informatique est compliqué. C'est très complexe. Si l'on se dit que l'environnement est un environnement qui n'est pas sécurisé au niveau de l'entreprise, il faut que les outils utilisés dans le cadre du télétravail soient quant à eux tout aussi sécurisés, si pas plus. Ce qui en met un enjeu tout à fait différent, complémentaire dans les questions du télétravail. Et donc nous passons, quant au point de vue d'ensemble, conséquences liées au travail, à la réglementation sociale, au coût, à l'entreprise et à la sécurisation des outils permettant ce télétravail. Et dans ce contexte, justement, comment les entreprises devraient faire pour sécuriser les données des télétravailleurs ? Je pense que les entreprises doivent d'urgence consulter des spécialistes afin de voir à quel point, dans leur domaine, avec le traitement de leur information, les outils qu'ils utilisent, à quel point leur environnement est d'ores et déjà sécurisé. C'est-à-dire faire un assessment immédiat du risque de cyberattaque et du risque lié à leur entreprise, à leur environnement global, afin de savoir quels éléments doivent être pris en compte. Ça va depuis la sécurisation du réseau Wi-Fi personnel à la maison, jusqu'à l'outil informatique, jusqu'au programme utilisé en tant que tel. En Belgique comme en Europe, vous avez entendu les difficultés liées à l'utilisation de certains réseau personnel. Voilà, typiquement, c'est un risque de sécurité qui doit être pris en compte. Quelles sont, d'après vos maîtres, les exigences juridiques en matière de protection des données lorsqu'on utilise des outils de communication et de collaboration à distance, dans le cadre du télétravail, bien naturellement ? Alors, les outils sont principalement ceux qui sont connus, donc je ne pense pas qu'il faille inventer de nouveaux outils. La protection des données, la cybersécurisation, la gestion des données en tant que telles font l'objet d'un environnement tout à fait classique. Je pense qu'un risque important n'est pas de tenir compte de l'environnement réglementaire qui existe, mais de tenter d'apporter des modifications pour des raisons spécifiques. Il faut mieux une connaissance globale du régime juridique ou prudentiel applicable que de tenter d'apporter des modifications ou des spécificités juste pour une raison particulière. Le cadre du RGPD suffit-il ? Pour la détention de données personnelles, je pense qu'à ce stade-ci, la mise en place est déjà suffisamment complexe que pour être mis en place dans les entreprises. Toutes les entreprises ne sont certainement pas compliant avec du GDPR. Donc même chose, commençons d'abord par avoir une consolidation de la mise en place cohérente du GDPR dans nos entreprises avant de vouloir se diriger vers un GDPR 2 ou vers une réforme, alors que la première étape n'est même pas encore remplie. Donc je suis plutôt favorable à une mise en place cohérente et globale d'un premier système, comme le GDPR par exemple, avant de tenter une réforme, alors que les outils sont tout juste plus ou moins appliqués dans les entreprises. Et comment les entreprises peuvent-elles faire pour prendre en compte, pour ne pas dire gérer, les problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle, notamment dans le cadre, pour ne pas dire le périmètre du télétravail chez l'employé? Alors de nouveau, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité liée au télétravail. Je pense que la protection effectivement de la propriété intellectuelle de l'entreprise est un élément essentiel. Alors il y a une grosse différence entre salariés et indépendants évidemment. Nous sommes extrêmement favorables à des clauses contractuelles extrêmement strictes, à des contrats ou règlements de travail extrêmement détaillés, afin que le travailleur, employé ou collaborateur indépendant, sache dans quel environnement il travaille par rapport aux données qu'il traite, par rapport à l'information qu'il traite et par rapport à la propriété intellectuelle qui est liée. Donc même principe, je pense qu'il faut être transparent avec ses collaborateurs, qu'il faut leur expliquer ce qui se retrouve dans les contrats et dans les documents juridiques
qu'ils signent et pour lesquels ils s'engagent à faire certaines choses, à respecter certains principes. Et puis le droit actuellement dans ces domaines-là est bien suffisamment établi que pour pouvoir répondre à tout type de questions. Finalement, la question du télétravail rajoute une spécificité, c'est-à-dire le fait d'avoir d'une certaine manière les données à la maison, la présence d'une imprimante à la maison, qui est un risque quand même de fuite de données qui est généralement maîtrisé au niveau de l'entreprise. Voilà, donc ce sont des spécificités liées au télétravail sans que cela comporte une modification nécessaire au cadre réglementaire qui existe déjà. Sur cette question, de façon plus pratique, comment ça se passe au niveau de Compliance for Business? Alors, notre environnement de travail est effectivement compris dans un canevas de documents juridiques que je pense être assez solide. On explique également à nos collaborateurs ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'est de la propriété intellectuelle, ce qu'est la sécurisation, ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Vous faites une sorte de cloisonnement? Cloisonnement, non. On ne fait pas de cloisonnement, mais on donne les outils adéquats. Donc ça veut dire que logiquement, tout le monde chez nous travaille dans un environnement qui appartient à l'entreprise. Donc ce sont par exemple nos ordinateurs portables qui sont utilisés, nos outils digitaux qui sont utilisés afin de maintenir le plus possible les informations dans notre environnement sécurisé. Même chose, on préfère travailler avec des droits d'accès plutôt que du contrôle. Donc dire voilà, certaines informations ne peuvent être accessibles qu'à certaines personnes, ce qui limite évidemment une capacité de fuite, au lieu de dire que tout est accessible à tout le monde et puis qu'on doit contrôler et vérifier. Le contrôle est toujours plus compliqué que l'accès. Comment il vous arrive de pouvoir surveiller le travail qui se fait à distance sans pourtant violer l'intimité, pour ne pas dire la vie privée de vos collaborateurs? C'est la confiance. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner dans un environnement de travail si la clé n'est pas la confiance. Donc le contrôle sans confiance ne sert à rien. Donc on part de la confiance en disant que pour l'instant, le télétravail est possible mais n'est certainement pas plébiscité. Donc on n'est pas une entreprise avec beaucoup de télétravail. Par contre, lorsqu'il y a télétravail, il y a moment de discussion. Typiquement, vous débutez une conversation Teams ou Zoom, vous avez un rendez-vous qui a été identifié dans l'agenda, vous avez des mails qui sont envoyés, on attend un délai de réponse et une réactivité identique à celle qu'il aurait eue s'il était sur son lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà un indicateur de contrôle qui est important. Où étais-tu lors du call de 11h30 ? À partir de ce moment-là, si vous avez confiance et contrôle à certains moments précis, je pense que vous pouvez travailler dans un environnement de télétravail assez serein. Et comment les entreprises peuvent-elles assurer une culture d'entreprise forte et une communication efficace avec leurs employés à distance dans le cadre du sujet de notre discussion, le télétravail? C'est une question d'abord quand vous dites de culture d'entreprise. Je ne suis pas convaincu que la totalité des entreprises et des employés soient volontaires à aller en télétravail. Donc je pense que la première question à poser en interne, c'est êtes-vous plutôt dans une vision d'avoir du télétravail d'une manière complète, partielle? Est-ce que vous estimez que l'entreprise qui a été aménagée pour justement donner une possibilité de dialogue permet également de le faire avec une distance? Et en fonction de la réponse que vous allez recevoir de l'entreprise, donc tant au niveau de l'employeur que de ses collaborateurs, vous allez pouvoir mettre en place une culture d'entreprise et une possibilité ou non d'avoir du télétravail. Un exemple pour cela, l'âge des collaborateurs est important. Si vous avez un environnement de travail où la moyenne d'âge est extrêmement jeune, il est possible que beaucoup de vos collaborateurs, par exemple, soient toujours chez leurs parents, soit en colocation, soit dans des petits espaces. En Belgique, on a de la chance avec le prix de l'immobilier, mais si vous étiez à Paris ou à Londres, c'était certainement une question à se poser, où ils se diraient, écoute, en réalité, merci pour le télétravail, mais dans mon appartement de 20 mètres carrés, être en permanence enfermé entre quatre murs à une distance de 2 pas de mon lit et de ma cuisine n'est pas un environnement qui permet de travailler de manière sereine. Et donc, le télétravail n'est pas du tout un cadeau dans ce cas-là. Donc avant de s'imaginer que le télétravail est une réponse à une demande globale des employés, je pense qu'il faut leur poser la question. Et je suis assez convaincu que au plus ils sont jeunes et au plus on se retrouve dans une capitale où le prix de l'immobilier est important, au moins le télétravail devrait être plébiscité.
Maître, nous allons clore notre entretien. Avez-vous un conseil, pour ne pas dire des conseils particuliers, à donner aux entreprises qui comptent se lancer dans le télétravail et peut-être même vous adresser directement aux employés qui comptent s'y mettre aussi, en tenant compte de l'expérience que vous partagez avec vos collaborateurs au sein de Compliance for Business? Eh bien, je pense que la clé et le message à envoyer, c'est le dialogue. Discutez avec votre entreprise, discutez avec vos salariés, vos collaborateurs. Et grâce à un dialogue serein, vous allez arriver très rapidement à une culture d'entreprise qui intègre le télétravail. Et n'oubliez pas, certes, le télétravail pour l'entreprise est extrêmement positif point de vue coût, mais n'oubliez pas que vos collaborateurs, quant à eux, n'ont pas à assumer un choix qui peut être intéressant d'un côté, mais extrêmement négatif de l'autre. Maître Arnaud, y a-t-il un aspect sur la question du télétravail qu'on aurait pu aborder dans notre entretien, qu'on n'a pas pu faire, qui pourrait susciter votre réaction? Je pense qu'il y a un élément, en tout cas qu'on remarque en Belgique, qui est l'entre-deux. L'entre-deux qui peut être une solution dans certains pays, ce sont les espaces de coworking. Entre l'entreprise à 100% qui est un lieu propre à l'entreprise et le domicile de la personne qui est le télétravail, on a cet entre-deux qui sont des espaces de travail conjoints, une communauté de travailleurs qui ne sont pas spécialement de la même entreprise et qui permet à travers cette communauté de maintenir la discussion sociale, la rencontre qui manque dans le cadre du télétravail. Donc pour certaines entreprises, si vous pensez aller vers le télétravail, mais que vous remarquez que les collaborateurs ne sont pas prêts ou l'infrastructure ne le permet pas, n'oubliez pas que les espaces de travail partagés peuvent être une réponse à du non-télétravail et à du non-entreprise. Une sorte de flexibilité. Absolument. Merci Maître d'avoir répondu à nos questions. Grand plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Parole d'Expert. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et à bientôt. Retrouvez cette émission en ligne en vous abonnant sur la chaîne YouTube de Parole d'Expert.